Tandis que dans les plus sales bagarres que la police d'Alger ait jamais dû affronter, les Français échangeaient entre eux coups de poing et coups de pied, barres de fer contre matraque, les musulmans regardaient, narquois. Le FLN n'était plus le seul rebelle. Comble de malheur, le temps se mit de la partie. Le jour où De Gaulle parla, il se mit à pleuvoir, et son discours fut ponctué de coups de tonnerre. Coup dur pour le moral. La révolte traîna encore 48 heures, puis les barricades furent démantelées. Paris avait vengé l'humiliation infligée au président Guy Mollet 4 ans plus tôt. La populace d'Alger avait finalement été vaincue. Une semaine exactement après la fusillade des 14 gendarmes, les dernières milices insurgées capitulèrent, défilant en armes et drapeaux en tête. Le référendum était pour les pieds noirs comme la cape rouge pour le taureau. Ils étaient décidés à montrer à De Gaulle leur dégoût profond de sa politique algérienne, qu'ils voyaient comme une volte-face après ses déclarations du début pour une Algérie française. Mais leurs manifestations furent vaines. De Gaulle évita Alger. Pour lui, l'opinion des pieds noirs ne comptait plus. Seule importait l'armée et la majorité musulmane. Les ultras parmi les colons espéraient que les forces de l'ordre à Alger, débordées, devraient faire appel à l'armée, en particulier aux paras dont certains officiers, une nouvelle fois, penchaient de leur côté. Mais les gendarmes et les CRS s'étaient organisés depuis les barricades et avaient touché quelques blindés. Et ces actualités ne sont pas sans rappeler les événements de Budapest 4 ans auparavant, quand les chars russes écrasaient la révolte des Hongrois. La rage des pieds noirs dura 3 jours. Les pertes furent lourdes, dans la police comme parmi les civils. Alors que les boutiquiers évaluaient les dégâts, soudain, de la Casbah et des faubourgs apparurent des centaines de drapeaux du FLN. Les musulmans entraient en scène. Les chefs du FLN étaient aussi décidés que les pieds noirs à empêcher que cette visite de Gaulle en Algérie soit un succès. Ils ne voulaient surtout pas qu'il en retire un bénéfice politique qui pourrait renforcer sa position dans les négociations, d'où cette démonstration de solidarité des musulmans avec le FLN. Ils avaient aussi un regard tourné vers l'ONU, où on débattait pour savoir s'il fallait soumettre ce problème algérien à l'Assemblée générale malgré l'opposition de la France. Même dans son propre camp, De Gaulle subissait des critiques. Les bagarres entre Européens s'arrêtèrent. On fit bloc contre les musulmans. Le choc fut sanglant. Il y eut 120 morts, dont seulement 8 Européens. Pour la première fois depuis 3 ans, la Casbah fut décrétée zone interdite, sauf pour la troupe et la police, qui montraient de moins en moins d'enthousiasme pour y pénétrer. La solution, conforme au bon sens, à la justice, au génie de la France, est proposée à la décision du pays. Y répondre par la négative, pour quelque raison que ce soit, c'est refuser que le problème soit jamais résolu par la France. S'abstenir,
c'est choisir l'impuissance pour la France. Voter le projet, c'est vouloir que la France puisse gagner en Algérie, pour l'Algérie, avec l'Algérie, la cause de la paix et de la raison. Cette démonstration de solidarité musulmane atteint son but. Le parti du FLN à l'ONU se renforça. Les Pieds Noirs, persuadés que la bataille d'Alger avait brisé les reins des nationalistes dans la ville, durent reconnaître qu'il n'en était rien. En janvier, De Gaulle l'emporta lors du référendum. Mais la participation des musulmans, travaillée par le FLN, fut moindre que prévu. Les Pieds Noirs avaient évidemment dit non, mais les dés roulaient dorénavant pour l'autodétermination. Malgré les purges, de nombreux militaires ne pardonnaient pas à De Gaulle son changement d'attitude qui les ulcérait. Ils l'avaient surnommé le prince de l'ambiguïté. Eh bien, je crois que De Gaulle était ambigu, spécialement dans l'affaire algérienne, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il n'était pas sûr d'être immédiatement obéi par tout le monde. Il ne faut pas oublier que l'administration et l'armée française en Algérie, qui étaient très puissantes et très nombreux, il y avait environ 500 000 soldats français en Algérie, étaient en majorité partisans de l'intégration. Venir leur dire de but en blanc, comme nous disons, d'un seul coup, changer de cap, vous vouliez aller par là, vous allez par là, il n'aurait probablement pas été suivi. Il fallait des délais et des étapes. La seconde raison, c'est qu'il ne savait pas exactement comment cette affaire se terminerait. Je crois qu'au fond du cœur, il pensait qu'elle se terminerait par l'indépendance. Il l'a dit, il l'avait dit à d'autres personnes avant 1958, et quand je l'ai revu plus tard, en 1969, il m'a dit « j'avais toujours pensé que ça se terminerait sans doute par l'indépendance ». Seulement, quand on est un chef d'État et qu'on est responsable du patrimoine national, même si on pense que telle chose ne durera pas, même si on pense que tel territoire finira par vous quitter, on essaie d'abord de voir s'il n'y a pas un moyen de garder des rapports avec lui. Les militaires reprochaient surtout à De Gaulle de leur avoir caché sa politique, sans doute parce qu'il l'aurait combattue. Mais cela devait, un jour ou l'autre, aboutir à une confrontation entre le président et l'armée. Bon, mon action a été dictée, c'est bien simple, par les déclarations du général de Gaulle. Je ne sais pas si vous vous rappelez des déclarations du général de Gaulle lorsqu'il est arrivé au pouvoir, en 1958. Il a dit « L'Algérie, vive l'Algérie française, l'Algérie restera française de Dunkerque à Tamanrasset, je vous en donne ma parole. Jamais le drapeau FLN, il l'a dit à plusieurs reprises dans d'autres villes, jamais, moi vivant, le drapeau FLN ne flottera sur Alger. » Bon, il a fait une vingtaine de déclarations de cette sorte. Et je mets l'armée est garante de l'exécution de ses promesses. Par conséquent, je n'ai fait que essayer de tenir les promesses du général de Gaulle. Il savait que si la France perdait l'Afrique, eh bien, c'était ce qu'il restait de la puissance française qui serait mis en cause. Et il faut savoir que la très grande majorité des officiers français étaient légalistes, et que les 4 généraux du putsch étaient des hommes qui ont eu le même problème que le général de Gaulle en 1940. En 1940, le général de Gaulle a considéré que s'il ne se mettait pas en rébellion contre le gouvernement légal français, la France était perdue. Les généraux du putsch ont eu le même sentiment, et c'est ce sentiment qui a poussé les officiers français, et les parachutistes en particulier, à entrer dans la rébellion. The really good soldiers, professional soldiers, had all fought in Indochina. They saw Algeria as another Indochina that mustn't happen. And therefore this was the place where you had to stand and do anything, literally anything, in order to win there. Et ce qui devait arriver, arriva. Le 22 avril, les généraux Chal, Salan, Zeller et Jouot, avec l'aide de quelques colonels et la complicité de beaucoup d'autres, plus quelques régiments de paras et de légionnaires, s'emparèrent du pouvoir à Alger.